Est-ce que il vous est déjà arrivé de vous sentir complètement perdu quand la conversation bifurque sur un sujet historique? Bonjour à tous et bienvenue sur Mon Bagage Culturel, le média qui s'adresse à celles et ceux qui, comme moi, ont besoin de restructurer leur culture générale. Aujourd'hui, nous allons passer en revue et idéalement mémoriser les grandes périodes de l'histoire. Est-ce que il vous est déjà arrivé de vous sentir complètement perdu quand la conversation bifurque sur un sujet historique? Vous savez, ces situations où Cédric ou Stéphanie citent une date ou un événement et vous gardez le silence parce que vous n'avez aucun repère par rapport à cet événement. Alors oui, certes, c'est totalement ok, on n'est pas censé tout savoir sur tout, mais à terme, ça peut devenir frustrant. Vous pouvez perdre confiance et parfois vous bloquer sur une référence inconnue, incapable de répondre alors que par ailleurs, vous aviez des choses intéressantes à dire. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un panorama historique général dans la tête, vous vous y retrouvez bien mieux. Vous êtes en capacité de placer n'importe quel événement dans le temps. Vous pouvez voir ce qui se passe à la même période dans d'autres zones du monde et vous comprenez comment les grandes transformations s'enchaînent. Et c'est un excellent point de départ pour commencer à approfondir chaque période. Les 5 grandes périodes de l'histoire, c'est un excellent outil pour naviguer dans le temps. Par exemple, si je vous dis que Confucius a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Beaucoup d'entre vous sauront que je parle de l'Antiquité. Parce que le 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est l'époque du miracle grec à Athènes. Et là, on réalise que 2 des plus grands sages de l'histoire de l'humanité ont vécu à la même période. Confucius et Socrate. C'est pas le même monde, mais c'est le même moment. Et personnellement, cette coïncidence me laisse vraiment songeuse et m'a invité à aller plus loin dans la compréhension de ce qui s'est joué pendant ce fameux 5e siècle avant notre ère. Et c'est le genre d'agilité que vous développez avec la maîtrise des 5 grandes périodes. Au-delà de reprendre possession du programme d'histoire de CM1, CM2. Et voici donc les 5 grandes périodes en question. Premièrement, la préhistoire. Ensuite, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. Alors, on va commencer par la préhistoire. Le préfixe pré signifie avant. Donc, la préhistoire désigne la période avant l'histoire à proprement parler de l'humanité. Et on dit que l'histoire de l'humanité commence avec l'invention de l'écriture. Donc, dites-vous dès maintenant que la préhistoire commence avec l'apparition des premiers humains et s'arrête avec l'invention de l'écriture. La préhistoire occupe une période avant l'ère chrétienne qui va de moins 3 300 000 à moins 3 300. Pendant cette période, les humains fabriquent leurs premiers outils. Ce sont des nomades qui vivent de la pêche, de la cueillette, de la chasse et ils apprennent progressivement à maîtriser le feu. Par ailleurs, ils laissent des marques de leur passage comme des sépultures ou des peintures dans les grottes. On peut aller plus loin en divisant la préhistoire en 2 grandes étapes. Première des 2 grandes étapes, le paléolithique qui commence avec les premiers humains. Les premiers humains avec Homo habilis et Homo erectus. Plus tard, Homo sapiens apparaît et se répand peu à peu sur tous les continents. Deuxième grande période, le néolithique où Homo sapiens devient sédentaire. Les humains découvrent l'agriculture, l'élevage, ils construisent leur premier village permanent et fabriquent de la poterie pour stocker la nourriture sur une bande de terre cultivable du Proche et du Moyen-Orient qu'on appelle le croissant fertile, mais on les retrouve aussi en Chine, en Afrique subsaharienne et dans les Amériques. Le néolithique se termine avec l'apparition de la métallurgie et surtout de l'écriture qui ouvre l'Antiquité. Alors l'Antiquité, elle commence, on l'a vu, avec l'écriture vers 3300 avant Jésus-Christ et se termine avec la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 après Jésus-Christ. Alors, pendant l'Antiquité, les sociétés se structurent autour de l'État, de la loi, de la religion et du savoir. La Mésopotamie tout d'abord, qui occupe la Syrie, l'Irak, la Turquie. Eh bien, en Mésopotamie, les Sumériens inventent l'écriture pour gérer leurs villes. Chaque cité-État se structure autour de 2 pôles, les temples et les palais. Et les Sumériens inventent les premières lois écrites avec le code d'Hammurabi. En Égypte, les pharaons concentrent tous les pouvoirs. Ils construisent les pyramides et utilisent les hiéroglyphes pour administrer le pays et transmettre la culture religieuse. En Grèce, les cités comme Athènes et Sparte se développent selon des systèmes politiques très différents et la démocratie athénienne atteint son apogée au siècle de Périclès.
Les Grecs posent les bases de la philosophie, des mathématiques et de la médecine. On passe ensuite à Rome. La légende dit que la ville de Rome a été fondée en 753 avant Jésus-Christ et c'est une cité-État qui passe de la monarchie à la République avant de devenir un empire sous Auguste. Rome conquiert tout le bassin méditerranéen, construit des routes, des amphithéâtres, des aqueducs et établit un droit codifié. Le christianisme apparaît au début de notre ère et devient la religion officielle en 380 après Jésus-Christ. Après quoi, l'Empire romain d'Occident s'effondre et le dernier empereur Romulus Augustule est déposé par un chef barbare en 476. À partir de ce moment, il n'existe plus d'autorité centrale sur l'Occident. Les villes déclinent au profit des campagnes et de nouveaux royaumes s'installent. Bref, on entre dans le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge commence donc en 476 et va jusqu'en 1453 ou 1492. 1453, c'est l'année où Constantinople tombe aux mains des Ottomans. C'est donc la fin de l'Empire byzantin. Et la deuxième date possible de la fin du Moyen-Âge, c'est 1492. C'est l'année où Christophe Colomb atteint les Amériques. Cette période se divise en 3 phases. Le Haut Moyen-Âge, le Moyen-Âge central et le Bas Moyen-Âge. Alors attention, et j'y reviendrai, un château fort du Xe siècle et une cathédrale du XIIIe siècle n'appartiennent pas au même monde. Et il faut l'avoir à l'esprit. Et c'est bien pour ça qu'on a divisé cette période de 1000 ans en 3 sous-périodes. Le Haut Moyen-Âge va du 5e au Xe siècle. Après la chute de Rome, des royaumes dits barbares s'installent en Europe. Le christianisme se diffuse, porté par des rois convertis comme Clovis et par l'Église. En l'an 800, Charlemagne est couronné, mais son empire s'effondre après sa mort. La féodalité commence à se structurer, avec des liens de dépendance entre seigneurs et paysans. Le Moyen-Âge central, entre le 11e et le 13e siècle, voit les populations augmenter et l'agriculture progresser. Les seigneurs continuent à contrôler leurs fiefs, mais les rois commencent à affirmer leur pouvoir. L'Église domine dans les aspects de la vie, lance des croisades et fait bâtir des cathédrales. Le bas Moyen-Âge, entre le XIVe et le XVe siècle, est une période de crise. Il y a la famine, la peste noire, la guerre de 100 ans. À ce moment-là, les campagnes se vident, les révoltes paysannes éclatent et les villes se développent. La bourgeoisie monte en puissance et les États commencent à centraliser le pouvoir. Cette centralisation du pouvoir fait basculer l'époque vers les temps modernes et on voit de nouveaux échanges entre les différentes régions. Donc comme vous pouvez le calculer, le Moyen-Âge s'étend sur à peu près 1000 ans et c'est l'équivalent de la période qui va du XIIe siècle à aujourd'hui. C'est-à-dire de Louis VI le Gros, roi capétien, à l'ère numérique. En fait, les historiens ont regroupé ces 1000 ans parce que malgré les changements, malgré les différents basculements, la vie quotidienne, elle, évolue très lentement. La majorité des gens vivent en campagne, le pouvoir est très local et encore une fois, l'Église régente la vie de tous les jours. Les transformations structurantes sont beaucoup plus lentes que dans les périodes qui vont suivre. Et ça nous emmène au grand coup d'accélérateur temporel que sont les temps modernes. Donc les temps modernes vont de 1453 ou 1492 à la Révolution française en 1789. Cette période est marquée par l'ouverture du monde, des bouleversements religieux et l'affirmation des États modernes. Petit incident, au moment de monter cette vidéo, je me suis rendu compte que la deuxième partie avait disparu. Et du coup, j'en refais le tournage aujourd'hui. Ne soyez donc pas surprises et surpris de ce changement de tenue, d'atmosphère, de lumière peut-être. J'aurais appris quelque chose sur la manipulation de mes logiciels. Voilà, donc je vous souhaite une bonne suite de vidéos. C'est reparti. Au XVIe siècle, la Renaissance redonne vie au savoir antique et les penseurs, les savants et les artistes mettent en avant l'individu et privilégient l'observation sur les textes sacrés, les dogmes religieux. Dans la même dynamique, Martin Luther lance la réforme protestante et bouleverse l'unité religieuse de l'Europe. L'Église catholique réagit avec la contre-réforme. Un siècle plus tard, au XVIIe siècle, l'absolutisme royal se renforce et d'autres monarchies se structurent dans le même sens dans le reste de l'Europe. Tout ça sur fond de guerre de religion et d'avancées scientifiques majeures, avec notamment Galilée, Descartes ou Newton. Au XVIIIe siècle, les Lumières mettent en avant la raison, la liberté, la critique des traditions, et des philosophes comme Voltaire et Rousseau défendent de nouvelles idées. Certaines monarchies, comme l'Angleterre, la Prusse ou l'Autriche, parviennent à survivre en adoptant ces idées. En France, en revanche, les tensions
tensions sociales et coloniales sont telles que l'ancien régime se fissure de toutes parts. On arrive enfin à l'époque contemporaine qui commence avec la Révolution française en 1789, révolution qui est le résultat direct de la philosophie des Lumières. L'époque contemporaine se poursuit jusqu'à nos jours. Elle se caractérise par une succession très rapide de révolutions politiques, industrielles et technologiques. Dans le détail, de 1789 à 1815, la Révolution française et Napoléon transforment l'Europe. Les privilèges de l'ancien régime disparaissent, la citoyenneté et l'égalité de tous devant la loi s'établissent. Napoléon étend son autorité sur une large partie de l'Europe avant d'être battu à Waterloo. Au XIXe siècle, les révolutions industrielles transforment les économies et les sociétés. L'Europe domine le monde grâce à son expansion coloniale et ses avancées, sa supériorité technique. De 1914 à 1945, deux guerres mondiales bouleversent l'ordre international. Les empires tombent, de nouvelles puissances apparaissent et le monde entre dans une période de conflits globaux. Ensuite, de 1945 à 1991, c'est la guerre froide qui divise le monde en deux blocs rivaux. Les anciennes colonies accèdent à l'indépendance et la construction européenne progresse. Depuis 1991, la mondialisation accélère les échanges et fait émerger de nouveaux défis, des défis économiques, politiques et climatiques. Donc nous pouvons maintenant résumer les 5 grandes périodes à retenir. Si vous regardez bien ce découpage, vous aurez la confirmation que plus on avance dans le temps, plus les périodes raccourcissent. La préhistoire couvre des millions d'années, l'Antiquité près de 4000 ans, le Moyen-Âge occupe 1000 ans, les temps modernes 3 siècles à peine, et l'époque contemporaine que nous vivons dure seulement depuis 2 siècles. Ces 2 petits siècles recouvrent à eux seuls une foultitude de révolutions politiques, industrielles et technologiques. Autrement dit, l'histoire accélère. Les transformations qui prenaient des millénaires prennent désormais quelques décennies, et c'est précisément ce qui rend notre époque aussi vertigineuse. Si vous avez besoin d'aller plus loin, j'ai écrit un article sur le sujet qui approfondit chacune de ces périodes. Vous trouverez le lien dans la description. Si vous souhaitez faire le point sur votre culture générale, j'ai préparé pour vous un questionnaire gratuit avec des réponses et des conseils personnalisés. C'est un e-book qui vous permettra de savoir par quoi commencer exactement pour prendre en main votre culture et commencer à la structurer, à l'améliorer. Vous trouverez le lien en premier commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Moi, je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez bien conscience d'une chose, votre désir d'apprendre peut changer le monde. Ciao!